le trauma, c'est quoi ? C'est trop vite, trop tôt, pendant trop longtemps, ou trop peu aussi dans l'enfance. Voilà. Moi, j'aime bien aussi cette explication simple qui consiste à dire le trauma, c'est quand tu sens qu'il y a des moments où tu voudrais faire quelque chose et tu peux pas. C'est dans cette impuissance d'action. On a tellement tout ramené à cette histoire de volonté. Et donc, tu es une personne sans volonté si tu te projettes pas, si tu te lèves pas le matin pour faire ce que tu as à faire, si tu procrastines. Non, en fait, il y a vraiment quelque chose de biologique derrière tout ça. Chez les participants du programme All Rise, c'est peut-être la chose la plus difficile de ralentir, qu'on voit. Hein. On veut en faire le plus possible, on veut faire vite. Et encore une fois, normal parce qu'on est peut-être dans la douleur, dans la souffrance depuis tant d'années, parce qu'on a peur de ressentir. D'ailleurs, c'est les participants et les participantes qui se guérissent. Nous, on est responsable du contexte, du cadre qu'on donne qui est favorable à ça, qui soutient cet élan-là. Ouais. Mais c'est chaque personne qui le vit, qui en fait l'expérience, et c'est magnifique. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Bienvenue dans cet épisode qui est l'épisode 100 du podcast Pas de soucis. J'ai du mal à y croire qu'on soit déjà dans l'épisode 100. Je pense que ça fait quand même bien 2 ans et demi que j'ai commencé le podcast. C'est de l'endurance, un podcast. Et je suis ici aujourd'hui avec Diana et je suis ravie d'être avec toi, Diana. Merci d'être revenue sur le podcast parce que tu es déjà venue sur le podcast. Si vous voulez écouter Diana sur le sujet de la parentalité, c'était l'épisode pour lequel je t'avais invité, c'est l'épisode 67. Donc allez écouter cet épisode, c'était un très bel épisode à 3 voix avec Sophie aussi sur le lien entre trauma, parentalité, système nerveux. Et aujourd'hui, tu es de retour sur le podcast en tant que coach au Rise, cette fois. Et je vais te laisser nous dire quelques mots d'introduction sur toi. Puis après, on va rentrer dans le vif du sujet. Dans cet épisode, on va parler de trauma, de système nerveux. Je vais vous dire juste après exactement ce que vous allez apprendre dans cet épisode. Donc, restez avec nous. Exactement. Merci du coup de m'avoir accueilli à nouveau sur le podcast. Il s'en est passé des choses depuis l'épisode 67. Déjà, particularité, je suis présente là en Italie avec toi. C'est super. Tellement heureuse de pouvoir commencer 2025 comme ça. Et puis aborder ces sujets qui nous tiennent tellement à cœur. En rapport avec mon parcours, tu vois, je veux préciser ici que, en fait, ce qui est chouette, c'est que je suis passée finalement de Rise Alumni, puisque je suis une participante de Rise, toujours en cours, à coach, facilitatrice pour les groupes qui sont présents et qui seront présents là à nouveau bientôt. Et dans mon parcours, ça fait 4 ans en fait que j'accompagne des personnes, des parents particulièrement. J'ai commencé à accompagner des parents dans le vécu du deuil périnatal. Et puis, je me suis spécialisée petit à petit, en ayant cette ouverture que m'a donnée la théorie polyvagale, je me suis spécialisée à accompagner des personnes petit à petit dans la régulation de leur système nerveux. Et j'ai découvert ton travail dont j'ai eu tellement besoin à une période difficile de mon postpartum, puisque je vivais une vague d'anxiété extrêmement intense. Pour la petite histoire, moi je suis venue à ce travail-là, alors déjà sur le plan universitaire, je ne pense pas qu'on arrive en psycho quand on se dédie à une fac de psycho. Il n'y a pas juste le truc de « oh je ne sais pas ce que je vais faire, alors je vais aller dans une fac de psycho », contrairement à ce qu'on pense. Il y a souvent des choses qu'on a besoin de mettre au jour et des schémas dont on a besoin de s'émanciper. Donc j'ai commencé finalement ce chemin de guérison à cet endroit-là, dans mes très jeunes années. Déjà pendant tes études finalement. Ouais, exactement. Et puis, j'ai ressenti le besoin très, très fort d'y revenir lorsque, en 2019, on a perdu une petite fille avec mon conjoint. Et là, ça a été le retour d'un travail assez intense, un travail de deuil qui m'est aussi très, très utile finalement aujourd'hui parce qu'on aura l'occasion d'en parler peut-être dans d'autres épisodes, mais deuil et chemin de guérison, il y a évidemment de grandes similarités.
Et puis le postpartum a réveillé encore plein de choses. Le fait de devenir maman, c'était à nouveau un grand changement. Et puis toute cette anxiété que j'ai ressentie parce que il y avait évidemment l'influence de ma maternité, de ma première maternité sur ce vécu-là. Et ce qui m'a particulièrement impactée, je le dis tout le temps, mais c'est ce fameux l'anxiété, c'est pas dans ta tête. Je me suis dit, mais cette fille me comprend. C'est ma sœur d'ailleurs qui m'a fait connaître ton podcast. Donc j'ai commencé là, mais je crois que j'ai même pas écouté un épisode en entier, tellement ça m'a parlé tout de suite et je me suis dit je vais faire l'accompagnement. Et donc j'ai fait partie de la cohorte 4 et en cours de cohorte, j'ai senti, je me suis dit mais ce travail, il est d'un impact absolument incroyable sur ma vie, peut-être au bout déjà de quelques semaines. Je veux que tout le monde puisse connaître ça et bénéficier de cet accompagnement-là. Et donc dans une perspective un peu comme ça de tout le monde devrait participer et vivre Rise, je t'ai dit, si un jour tu as besoin d'accompagnantes et de personnes pour soutenir la croissance de ce que tu proposes, de tes offres, de cet accompagnement, Amine, pense à moi. et Je me souviens. Presque un an plus tard, quasiment, puisque moi j'avais commencé en mars 2023 et donc en février tu me recontactes et tu me dis écoute est-ce que tu es toujours partante? J'étais là oh my god trop bien. Et donc on est parti. C'est trop cool. Et donc on est parti. Ouais, c'est ça. Merci d'être ici Diana et ça a été magnifique. Tellement. On a déjà fait une édition ensemble. Là au moment où on parle on est en janvier 2025 donc en mars 2025 il y aura la prochaine session. Voilà, et tu parlais, t'es venue à ce travail-là pendant le postpartum. Je peux confirmer. Moi, je suis en plein dedans. Ça remue des choses, le postpartum. On est là, on se disait hors micro, on est avec notre brouillard mental de maman. Si vous nous regardez en vidéo, vous voyez qu'on a un matcha avec nous. On espère que ça va faire effet et qu'on va rester clair pendant cet épisode de podcast. Yes. Et l'idée de cet épisode de podcast, c'est vraiment de vous inviter un petit peu dans les coulisses du programme Rise, de rappeler des concepts sur le trauma, le système nerveux, d'avoir une discussion autour de ça. Donc, qu'est-ce que vous allez apprendre dans cet épisode? Ce qu'est le trauma, à notre sens. On va revenir là-dessus et comment il affecte notre psyché et notre physiologie, parce que ça, c'est quelque chose que je crois toutes les deux dans notre parcours de guérison, on a intégré aussi à un moment la physiologie. Peut-être moi, je suis peut-être partie de ça et puis toi, c'est arrivé comme un morceau après. Les deux types de profils qu'on rencontre le plus souvent chez les personnes qui expérimentent de la dérégulation, là maintenant, ça sera la 8e édition de Rise en mars, donc on commence à avoir exactement, avoir vu pas mal de monde. Les choses les plus fréquentes qui bloquent les personnes sur le chemin de guérison. L'idée de cet épisode, c'est aussi que vous puissiez dire, vous reconnaître dans ce qu'on va partager et peut-être dire, on entend toujours des personnes qui disent moi j'ai pas de trauma, moi j'ai pas de trauma. Peut-être que si. Donc on va voir les 5 choses qui nous ont bloqués. On voulait partager aussi de nos histoires, les 5 choses qui nous ont bloqués sur le chemin de guérison, puis comment on les a surmontées. La différence qu'il y a entre un suivi peut-être en thérapie, surtout sur un format individuel, et puis le programme Rise. Pourquoi nous on a placé notamment 2 concepts qui nous paraissent fondamentaux, qui sont la communauté et l'autonomie au cœur de ce qu'on propose, de ce parcours qu'on propose. Et pourquoi le programme Rise aujourd'hui, c'est vraiment un programme très complet, si j'ose dire le plus complet sur la guérison des traumas et le système nerveux. Puis on finira par vous partager aussi notre vision du programme et quel impact il peut avoir sur le monde. Pour rebondir sur ce que tu disais juste avant, où toi, tu as pensé tout de suite, il y a tout le monde qui devrait faire ça, et quel impact on peut avoir sur notre société et puis sur les générations à venir. Ça fait un peu, peut-être grandiose, grandiloquent de le dire comme ça, mais je crois que c'est ce que c'est en fait. Donc vous allez repartir avec une définition du trauma qui va mettre en lumière, j'espère, votre expérience, la valider aussi, pas quelque chose de je suis pas normale, je suis trop brisée, qu'est-ce qui m'arrive? Non, le trauma est passé par là, donc validez votre expérience et vous confirmez que non, vous n'êtes pas folle, fou, vous n'êtes pas différente, ni bizarre, ok? Vous allez repartir avec des pistes concrètes pour surmonter les obstacles qui peuvent se dresser sur votre chemin de guérison. Une bonne dose d'espoir, on l'espère aussi, une bonne dose d'espoir que la guérison, elle est possible pour vous, elle est possible pour toi qui nous regarde. Parce qu'on va partager aussi des moments de guérison tirés des petits groupes. On commence à avoir beaucoup d'expériences aussi de petits groupes dans le Rise. Et ça, c'est des moments où les participants, c'est des moments qui sont vraiment faits pour que les participants puissent se déposer. Et pour nous, c'est des moments très touchants aussi, des moments très puissants. Waouh, il y a juste des moments de guérison incroyables. Et puis, une compréhension précise aussi des modalités qu'on utilise dans le programme Rise. La somatic experiencing, l'internal family system, ce travail avec les parts, comment est-ce qu'on amène tout ça ensemble, et vous allez savoir du coup si le programme il est pour vous ou pas aussi. Donc voilà,
on va commencer par ce qu'est le trauma. Ouais. Ce qu'est le trauma à notre sens et puis comment il affecte notre psyché. Je voulais partager une citation de Gabor Maté que je trouve... on adore Gabor Maté, on ne le présente plus. Si tu nous regardes et tu connais pas Gabor Maté, son livre « Quand le corps dit non » est traduit en français, vraiment un classique à lire. Et il nous dit, Gabor Maté, toutes les histoires ne se terminent pas bien, mais les découvertes de la science, les enseignements du cœur et les révélations de l'âme nous assurent qu'aucun être humain n'est jamais irrécupérable. La possibilité d'un renouveau existe tant que la vie existe. La question ultime est de savoir comment soutenir cette possibilité chez les autres et en nous-mêmes. Et je trouve que cette citation était parfaite pour commencer cet épisode parce que c'est exactement ce qu'on se propose de faire avec le programme Arise, c'est soutenir cette possibilité de renouveau dont il parle, de guérison. En nous-mêmes, c'est sûr, on est notre premier laboratoire toujours, et chez les autres à travers le programme. Et puis d'accès, comme tu dis, à l'élan vital, à nouveau, parce que quand il y a trauma, cet élan vital, il est détourné au profit de réponses de survie, et là, on va vraiment venir le soutenir. C'est notre mission dans ces accompagnements-là, de soutenir cet élan-là, et quel que soit l'âge, parce qu'il y a des personnes qui peuvent participer, qui ont plus de 40, 50, 60 ans parfois, et voilà, il y a plein de choses, plein d'expériences réparatrices qui arrivent à tous âges. Oui, l'énergie se tarit en fait, quand le trauma est passé par là. Concrètement, on voit beaucoup de personnes qui viennent à nous et qui disent « je suis tout le temps fatiguée », pour le dire dans des mots très simples, quoi. Oui, et absolument à tout âge. Je crois que la personne la plus âgée que j'ai accompagnée, c'est 68 ans. Et même une personne, quand je faisais encore que de l'individuel, 75 ans, qui était venue à moi. C'est magnifique. C'est tellement beau de se dire c'est pas fini, quoi. J'ai 75 ans, mais oui, il me reste peut-être 10-15 ans de vie bien. Et c'est magnifique, ouais. Le trauma, est-ce qu'on commence par dire qu'il y a 3 types de trauma? Juste ça, c'est un court rappel. Court rappel pour rappeler aussi un des types de trauma, c'est le stress chronique. Donc quand quelqu'un dit j'ai pas de trauma, on s'interroge. Moi, je m'interroge, c'est jamais de stress chronique dans ta vie. Tout le monde est en proie au stress chronique. Donc le stress chronique, pourquoi c'est un type de trauma? Parce que c'est vraiment quelque chose qui mimique, mais mimique, c'est un mot anglais qui imite la menace en permanence. Notre physiologie qui est tout le temps sous pression, en fait. Il y a le trauma préverbal, développemental, bien sûr, tout ce qui nous est arrivé dans l'enfance. Et on en parlera, ça peut être un des obstacles sur le chemin de guérison. Moi, c'était un de mes obstacles d'avoir plus beaucoup de souvenirs ou idéaliser mon enfance. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à moi aussi qui disent « mais comment je vais faire pour travailler ? Je n'ai pas de souvenirs de mon enfance. » Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de trauma développemental préverbal. Et puis, il y a le trauma de choc. Ça qui est le trauma un petit peu le plus évident. C'est pour ça que je termine par celui-là, dire voilà... J'étais dans un accident de voiture, il y a eu, j'étais à Majorque, il y a eu une catastrophe naturelle, tout ce qui est... et des choses qui sont de choc, peut-être auxquelles on pense moins, mais une maladie, un divorce, etc. Ouais, c'est bien de les représenter parce que il y a finalement des facteurs de vulnérabilité, notamment dans le trauma que tu évoques, trauma préverbal, trauma développemental, qui impactent aussi la manière dont on va vivre certains événements de vie et qui vont amener à ce qu'on les vive justement comme des traumas de choc ou pas. C'est le cas dans le deuil notamment, comme j'ai pu en faire l'expérience, ou dans la périnatalité, le postpartum en fait partie. On sait qu'il peut y avoir là aussi du trauma parce que les parents... font l'expérience de nuits sans sommeil, de devoir de différer leurs besoins, voire de les mettre de côté, d'avoir peu de relais, d'être isolés. Enfin, voilà, donc c'est important de sentir que y a des facteurs qui nous sensibilisent davantage dans le trauma développemental et le trauma préverbal à ce que l'on vive ensuite certains événements comme étant des traumas de choc. Ouais, donc ce que tu dis, c'est aujourd'hui, je vis des choses, et puis si j'ai pas eu ce bon attachement sécure, solide, finalement, par rapport, si on prend une personne A, une personne B, personne A très solide, moins susceptible à vivre la même situation, comme un trauma, résiliente, versus personne B qui a eu, au niveau développemental, beaucoup de stress dans l'enfance, un environnement chaotique, des expériences d'adversité, etc., qui va vivre exactement la même chose. Et son système nerveux est déjà beaucoup plus fragile, si on le dit avec des mots super, super simples, quoi. C'est ça. Son système nerveux est plus fragile. Et donc, ce trop, parce que si on arrive au prochain concept, le trauma, c'est quoi ? C'est trop vite, trop tôt, pendant trop longtemps, ou trop peu aussi, dans l'enfance. Voilà. Le curseur du trop, il n'est pas le même pour toi et pour moi, parce qu'on arrive avec nos histoires différentes et bien sûr nos sensibilités. Ouais, exactement. Ouais.
Et on va retrouver d'ailleurs, c'est intéressant, tu revenais sur ce too much, too fast, too little, too long, avec le trop peu de ressources qu'on a et l'isolement aussi, hein, qui fait partie de ça. Pourquoi est-ce que je vis la chose comme étant traumatique? Souvent, c'est je me sens trop seule pour le vivre. Et puis après, dans les comportements, puisque on vous a dit qu'on allait vous partager certains comportements auxquels vous pourriez tout à fait vous identifier, ou des habitudes de vie auxquelles vous pourriez vous identifier, on peut retrouver le fait d'ignorer ses besoins de base, justement, trop longtemps, faire tout trop vite, dans l'urgence, trop travailler, ne pas assez, là, à l'inverse, de l'autre côté du spectre, se reposer, avoir des difficultés à se reposer, sentir qu'on est tout le temps finalement dans un rapport de force avec soi-même, qu'on s'isole aussi. Parfois on mange trop, trop vite, trop peu. Là aussi sur le plan nutritif, on se rend compte qu'on peut avoir trop peu de ressources et que le trauma entraîne ça. Une fois qu'on est dans ce vortex-là, on en voit l'incidence en fait sur nos comportements dans le quotidien, quoi. Absolument. Ouais. Donc ça c'est ce trop, et c'est la différence entre stress et trauma. Tout à l'heure je disais que le stress chronique ça fait partie des 3 types de trauma, mais c'est vraiment la notion clé ici, c'est chronique, c'est-à-dire c'est pas ok j'ai un stress et puis je suis capable de redescendre, ça c'est complètement ok, c'est quand c'est tout le temps le stress, et là ça devient trop. Mais du coup il y a ce passage de voilà, du stress à l'impuissance. En fait, le stress nous fait du bien, il augmente notre résilience. Tout à fait. C'est très très bien. Et une citation de Gabor Maté ici aussi sur le stress que je trouve qui est super éclairante, il dit « La littérature scientifique a identifié 3 facteurs qui conduisent universellement au stress, l'incertitude, le manque d'information et la perte de contrôle. Ça nous fait entrer en stress. Et si ça dure trop longtemps, ou si je suis seule avec ça, et ben là, on bascule dans « je vais me sentir impuissant ». Je peux rien faire, et là, c'est le trauma. Moi, ça me fait penser, tu vois, quand je lis l'incertitude, le manque d'information, la perte de contrôle, on en parlait hors micro, où on disait à nos enfants, et même, voilà, Lila, aujourd'hui, elle a quoi, 1 mois et demi, et je te disais, mais moi, je suis toujours en train de lui dire ce qui va se passer, parce que qu'il y ait de la prévisibilité. Hein, et comme ça, du coup, il n'y a pas d'incertitude, il n'y a pas de manque d'information, et il n'y a pas de perte de contrôle, pour un enfant notamment. Lui dire, voilà ce qui va se passer, voilà qui va venir, on est à l'ère de jeu, on va s'en aller dans 5 minutes, cette prévisibilité, ça me fait penser aussi beaucoup au trauma médical, tu vois. Le trauma médical, qu'est-ce qu'on retrouve le facteur number 1 de trauma dans le médical, c'est le manque d'information. On te balade d'un truc à un autre, ce qui te fait aller dans l'incertitude, et puis quand ça, t'es déjà malade, donc ce qu'on disait, système nerveux, ton système est déjà fragilisé, ça peut être très traumatique. Puis ça nous évoque, là encore une fois, la parentalité, hein, quand même le trauma périnatal. Hein. Les trois aspects que tu relèves, l'incertitude, le manque d'information, la perte de contrôle, selon comment tu es accompagné quand tu donnes naissance ou pas, selon les informations dont tu disposes ou pas, et le fait que c'est une posture qui s'apprend tout le temps sur le tard, avec parfois un manque d'information aussi. Donc on comprend les facteurs de sensibilité, encore une fois, ici au trauma. Moi, j'aime bien aussi cette explication simple qui consiste à dire le trauma, c'est quand tu sens qu'il y a des moments où tu voudrais faire quelque chose et tu peux pas. Tu es dans cette impuissance d'action. Rien de ce que tu prévoirais de mettre en place ne semble fonctionner. Oui, le mot-clé, c'est l'impuissance. Tout à fait. Le mot-clé, c'est l'impuissance. Et quand tu parles du deuil périnatal, moi, j'ai presque même envie de dire juste la périnatalité. Tellement de manque d'informations, tu sais, l'allaitement c'est naturel, nanana, et là tu te retrouves avec ce bébé qui sait pas prendre le sein, les mères qui nous écoutent, enfin, tu vois, je dirais même juste ça. Ah mais complètement. Ouais, absolument, absolument. En parlant de la biologie, on était sur la biologie, ce qu'il y a aussi dans une réaction biologique qui vient avec le trauma, c'est la désorientation. Alors, peut-être que les personnes qui nous écoutent, elles se disent, je me sens pas désorientée, tu vois. Moi, c'est vrai qu'au début, quand j'ai entendu ça, j'étais là, ok, j'ai pas de sens de l'orientation, ça fine, mais je me sens pas désorientée. Je sais très bien que j'habite ici, en Italie, enfin, tu vois, genre, voilà. Mais c'est Bessel van de Kolk qui nous dit ça. C'est une perte d'orientation dans le temps et d'espace. Le trauma, il disrupte notre capacité à être dans l'ici et maintenant. Il nous dit, je crois que c'est plus ou moins ça la citation exacte. Et c'est exactement ça. Penser à je sors vite de chez moi, je vais dans la rue, et puis hop, je n'avais même pas vu qu'il y avait une voiture, j'avais même pas vu qu'il y avait un passant. En fait, comment est-ce qu'on pourrait le décrire ? Ce mode robot un petit peu, ou ce qu'on pourrait dire ce mode zombie. Et peut-être les personnes qui nous écoutent, vous pouvez penser à des moments où, comme votre tête, elle sait que vous êtes là, mais votre corps a pas eu le temps d'arriver. C'est pas que vous êtes là.
Ouais. Puis cette désorientation aussi parce que, pour revenir à la mise en lumière de ce qui s'est passé pour les vétérans de guerre, il y avait ce qui se produisait, c'est qu'il y avait cette association, il se passe quelque chose dans leur quotidien qui est suffisamment ressemblant à ce qu'ils ont vécu, et bim, à nouveau, ils sont transportés dans cette réalité-là. Donc le passé est présent. Oui, et ils savent pas qu'ils sont au barbecue de leur ami, en fait. Exactement. Ils sont transportés au Vietnam. Exactement. Yes. Et c'est comme ça que le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique a été posé et qu'on a pu commencer à travailler avec le trauma, en fait, juste parce que c'était un non-sujet avant. C'est ça. Et ça nous a permis de comprendre que finalement, le trauma n'est pas dans l'événement, puisque l'événement, lui, il a eu un début, il a une fin, mais l'impact du trauma et des activations traumatiques reste dans le système nerveux. Il n'y a pas eu de fin dans notre système, en fait. Exactement. Ouais. Il y a eu une fin dans la réalité, mais il n'y a pas eu de fin dans notre système, et d'où on en parlait tout à l'heure aussi, il n'y a pas de différence entre menace perçue et menace réelle, parce qu'effectivement, je suis au barbecue de mon ami, ça sent la fumée, il n'y a absolument aucune menace réelle, on est d'accord. C'est ça. Pour le système nerveux, ça ne fait pas de différence. La menace, elle est perçue. C'est ça. Et sans parler peut-être de la guerre, des vétérans et tout ça, quelque chose de super... voilà, dans notre petit quotidien, on va dire, plein de personnes qui viennent à moi et qui me disent « j'arrive pas à être dans l'instant présent ». Bessel van der Kolk, c'est ce qu'il nous dit. Le trauma disrupte la capacité à être dans l'ici et maintenant, c'est la définition même. Et pourquoi j'arrive pas à être dans l'instant présent ? Parce que je peux pas. Si on prend ici la théorie polyvagale, hop, je prends la théorie polyvagale, oui, je suis tout le temps plus ou moins dans cette activation sympathique. Et on sait qu'en sympathique, il y a cette hypervigilance, je ne peux pas être juste là. Exactement. Juste être là, et puis même le step d'après, si on ose, en profiter. ce que les personnes, elles disent, c'est que j'arrive pas à être dans l'instant présent, mais j'arrive pas à en profiter non plus. Je suis tout le temps catapultée ou dans le passé ou dans le futur. Elles le savent pas. Et ça, c'est vraiment un signe. Ouais. Ouais. Ouais, absolument. Ouais. Donc voilà, c'est ça. Un événement qui s'est terminé, mais qui dans notre système n'est pas terminé, et du coup le système reste dans cette activation sympathique, voire dans une réponse de figement, parce que biologiquement notre système il peut pas rester tout le temps dans une telle activation sympathique, donc il est tellement intelligent notre corps qui vient amener une énergie dorsale, de conservation d'énergie qui va écraser ces réponses, et donc c'est pour ça aussi qu'on n'a pas beaucoup d'énergie, parce qu'on est en mode conservation d'énergie. Quand on disait tout à l'heure l'énergie se tarit quand le trauma est passé par là. Voilà pourquoi aussi, parce qu'on reste dans des réponses de survie beaucoup plus longtemps que nécessaire qui it takes a toll on the body, on dit en anglais. Comment est-ce qu'on dit en français ? Qui mobilise toute l'énergie. Voilà, exactement. Ouais, elles sont cette énergie-là, en fait, dans le figement particulièrement, il y a une espèce de répression comme ça, qui fait que je dispose plus de cette énergie pour accomplir mes projets de vie. Je suis tout le temps en train de la mobiliser pour survivre. Et donc, ça amène évidemment des stratégies pour faire face qui sont à très court terme, qui ont un effet à très court terme. J'arrive pas à planifier, à me projeter, définir. Tu sais, ça m'évoque cette histoire, cette question de mission de vie. Quelle est ma mission de vie ? Mais en fait, quand je suis dans cette énergie-là et dans des réponses à court terme, je ne peux pas en fait répondre à cette question. Tu sais, je me souviens, vu qu'on s'est dit qu'on fait un épisode dans les coulisses, je vais être super ouverte, on s'est disputé plein de fois avec Mathis, avec mon mari, sur le business, tu vois, où lui, il était capable d'avoir une vision, il dit, bon bah ça, aujourd'hui, voilà, on n'a pas la capacité de le faire, on va le faire dans 3 mois, on va le faire dans 6 mois, et moi, je pense que peut-être depuis 1 an, j'arrive à avoir ça, mais avant ça me paniquait totalement en fait. J'étais en mode, non mais si quelqu'un me dit ça va être fait dans 3 mois, pour moi ça sera jamais fait, tu vois. C'était une énergie tellement sympathique de tout doit être tout de suite, cette urgence et cette panique, ça m'envoyait dans la panique, tu vois. Et du coup, on se disputait parce que moi j'étais en mode, non, ça doit être fait tout de suite. Et lui il était là, mais Camille, genre stratégiquement, là c'est pas le moment en fait, et c'est ok, on va le faire dans 3 mois, mais moi je pouvais pas avoir de paix avec... Tu vois, une planification comme ça, long terme, calme, on regarde les choses posées, c'était impossible. Ouais. C'était, et je crois qu'il y a un mot-clé, c'est l'impuissance, puis un autre mot-clé, c'est exactement ce que tu dis, c'est l'inaccessibilité, tu vois. Tu disais, on ne peut pas faire ce qu'on a prévu, c'est vraiment ça, c'est l'inaccessibilité. Et ça, quelque part, ça permet aussi d'amener beaucoup de compassion à ces endroits-là, parce que ça veut dire que c'est pas une question de volonté aussi. On a tellement tout ramené à cette histoire de volonté. Et donc, tu es une personne sans volonté si tu te projettes pas, si tu te lèves pas le matin pour faire ce que tu as à faire, si tu procrastines.
Non, en fait, il y a vraiment quelque chose de biologique derrière tout ça. Et qu'on se Absolument. propose d'accompagner, de soutenir dans le Rise. Il n'est pas facile, hein, ce sujet de la volonté, parce que, tu sais, moi, je dis toujours, je pense qu'il y a une petite partie mindset dans ce travail, et la petite partie mindset, c'est de dire, je vais faire au mieux de ma capacité aujourd'hui. Et puis déjà, je suis là, je viens. Enfin, tu vas en thérapie, il y a bien eu ce désir. Il y a bien eu ce désir. Ouais. Et ce courage, initial. Et ce j'ai envie de dire. Bien sûr. Donc, bien sûr. Voilà, exact. Donc c'est juste pour clarifier, c'est pas de dire ok, c'est pas du tout une question de volonté et on va plus se lever le matin, mais effectivement c'est de déculpabiliser et dire ce n'est pas qu'une question de volonté. Il y a la volonté, c'est de faire au mieux dans ma capacité et de dire comment est-ce que je vais venir rencontrer où est-ce que j'en suis et cette vraie capacité justement, pas cette fausse capacité du stress dominée par les hormones du stress, etc. Ouais, tout à fait. Et quand on peut pas, ou quand on est dans une réponse de survie, on en parlait tout à l'heure, par exemple, on arrive dans un groupe d'amis, puis on est tellement timide, on n'a qu'une envie, c'est fuir, ou voilà. Ce qu'on veut rappeler aussi, ce qu'on veut vraiment, vraiment rappeler avant d'aller dans comment est-ce qu'on travaille avec le trauma, c'est notre prochain point, de redire que ton système nerveux, il fonctionne parfaitement bien quand tu es dans cette réponse-là. Au vu de ton histoire, en tout cas. Et encore une fois, là, ça rejoint ce que je disais au début, où t'es pas différent, t'es pas brisé, t'es pas bizarre. Le système nerveux, pour lui, encore une fois, l'événement n'est pas terminé, il est encore mobilisé. Donc, c'est logique presque, si j'ose utiliser ce mot. C'est attendu. Voilà, exactement. Exactement. Et je crois que c'est très important de poser des mots là-dessus, parce que il y a beaucoup, je vais pas dire peut-être, je pense, il y a beaucoup de personnes qui arrivent dans ce truc de, et même dans le vocabulaire, tu vois, qui me disent, je vais venir faire le programme, je vais réparer mon système nerveux, tu vois, il y a quelque chose de, même dans le vocabulaire, de je suis cassée, quoi. Non. Ouais. Il fonctionne parfaitement bien. Il se fiche de ce qui est moralement acceptable, le système nerveux, il se fiche des convenances. Okay. Il veut te garder en vie. Voilà, basta. C'est ça. Basta. Même si c'est sûr que les stratégies et comportements qui émergent de ça, parfois nous font souffrir. Hein. On le nie pas. Hein, quand du coup on est dans des relations toxiques depuis longtemps, quand on procrastine, quand on souffre de troubles digestifs, quand on a de l'anxiété, évidemment que c'est pas confortable. Mais c'est vrai que juste de se rappeler en amont que notre système essaie vraiment de nous garder en vie, ça permet d'entretenir un rapport avec lui et avec ses stratégies beaucoup plus ouvert, beaucoup plus presque amical, et de s'accompagner vers autre chose progressivement. Ouais. Et ça, c'est important parce que c'est un des grands obstacles de guérison. De pas arriver à cette compassion, parce que du coup, on est toujours dans un truc de forcing et le système nerveux sous pression, il marche pas en fait. C'était moi aussi. On plaide coupable. Voilà, donc, et comment est-ce qu'on travaille avec le trauma maintenant ? Donc, il y a plusieurs modalités. Peut-être on peut commencer avec les modalités qu'on utilise dans le programme Rise, et puis après on ira un petit peu dans des exemples, et puis voilà, expliquer comment est-ce qu'on travaille avec le système nerveux. Il y a toute la théorie polyvagale. Tu veux en parler une seconde peut-être, parce que toi c'est comme ça que tu es arrivé à tout ça, hein, c'est avec la théorie polyvagale. Ouais, moi ça a révolutionné mon monde, hein, c'est clair, hein, de comprendre que je passais par différents états, et que de mon état émergeait l'histoire que je me raconte et la façon dont je me vis, donc ma relation à moi-même, et dont je vis le monde qui m'entoure. Juste ça a ramené déjà beaucoup d'espace. Ah ouais, je suis en sympathique, et donc je suis dans un mode go, et donc évidemment que j'ai des anticipations de tout ce qui pourrait se passer de terrible dans ma vie. Ou tiens, je fais l'expérience de l'état dorsal, donc évidemment que je me sens pas capable d'accomplir telle ou telle chose, et que derrière tout ça, il y a aussi évidemment cette question d'énergie, hein. Est-ce que je dispose d'une énergie ou est-ce que je n'ai pas d'énergie ? Ça a ramené beaucoup d'apaisement dans mon lien à moi-même et dans le rapport à mon corps aussi. Et c'est intéressant que tu parles de ça, que tu dis ça m'a amené de l'espace, ça m'a amené de l'apaisement. Moi, ce que ça m'a amené, c'est de la maîtrise. Tu sais, ça me refait penser à la citation tout à l'heure, le stress, la perte de contrôle. Il y avait comme à nouveau une maîtrise de l'expérience, tu sais, ok, je suis en sympathique, donc je vais sûrement réagir comme ça. Tu vois, il y avait quelque chose de je pouvais m'anticiper un petit peu plus aussi. Ça devient prévisible. De quelque chose d'imprévisible, on repasse à quelque chose de prévisible. Et ça, je crois que pour moi, c'était le grand cadeau de la théorie polyvagale au début, qui est venu avec cette compréhension.
Et du coup, plein de choses déjà qui s'apaisent, quoi. Rien qu'avec ces... Là, presque juste avec ses connaissances, en fait. On n'est même pas allé dans le corps, tu vois, à ce stade encore. Ouais. Puisque ça m'a permis, et peut-être que tu vas te retrouver là-dedans aussi, mais c'est de sentir du coup que mes stratégies, les stratégies et les comportements que je n'aimais pas ou que je condamnais, finalement, et derrière eux, la cause, elle était derrière. Et que donc, en accompagnant mon système, en sortant moi aussi de cette posture de jugement pour juste aller voir quels étaient mes besoins, je crée un rapport pacifié qui fait que naturellement, mes comportements et mes stratégies évoluaient favorablement. Dans Absolument. le bon sens de ce que je souhaitais. Et ça, c'est génial parce que finalement, le travail qu'on fait, c'est d'amener de la perception à ce qu'on appelle notre neuroception. C'est-à-dire comment est-ce que mon système nerveux fonctionne, comment est-ce qu'il réagit, qu'est-ce qu'il identifie comme étant des indices de sécurité ou des indices de danger, et puis petit à petit de s'accompagner, de l'accompagner. Et la question toute simple derrière ça, c'est à chaque fois, ok, de quoi j'ai besoin ? De quoi j'ai besoin ? C'est aussi ce qui nous amène à faire un travail très profond de ressources, un inventaire de nos ressources qui permet encore une fois de sortir de ces réponses de survie et de retrouver un apaisement dans le quotidien. Ouais, le travail avec le système nerveux, il est partout parce qu'il y a lien entre, on l'a un peu dit, mais il y a un lien étroit entre trauma et système nerveux parce que c'est le système nerveux qui est responsable des fameuses réponses de survie dont on a parlé, le combat, la fuite, le figement. Absolument. La réponse de soumission aussi. Et qui nous font aller dans des réactions que tu disais qu'on n'aime pas forcément, voilà, qu'on condamne ou qui nous font souffrir au niveau physiologique. Ouais. Hein, parce que quand on est toujours en combat ou fuite, ou après, dans l'état sympathique, puis après on passe dans l'état dorsal, le système digestif, par exemple, il ne comprend plus rien. Hein, donc ça peut nous faire énormément souffrir au niveau digestif, par exemple. Et dit de façon super simple, la théorie polyvagale te permet quoi quand on a les concepts et puis qu'après on commence à le lier avec le corps, ce qu'on fait nous dans Arise, hein, qu'on commence à le lier avec des modalités somatiques et puis juste de l'écoute déjà corporelle, de dire ah ok, l'état sympathique il ressemble à ça pour moi, l'état dorsal il ressemble à ça pour moi, quand je suis dans ma ressource ça ressemble à ça. C'est aussi de commencer à capter tout de suite quand est-ce que je suis sortie de ma sécurité. Oui. Quand est-ce que je suis passée de la sécurité à la survie. Tu sais, si on simplifie carrément et qu'on dit il y a deux comme terrain, tu vois, là je regarde la table, il y a une ligne là, sur la table, voilà, je suis dans la sécurité, puis là, tac, je suis sortie de la sécurité, comment c'est dans mon corps, qu'est-ce qui se passe pour moi, à quoi ressemblent mes pensées, et là, à nouveau, cette maîtrise. Et comment je me ramène. Et comment je me ramène. Exactement, comment je me ramène. Je suis sortie de la sécurité, et puis cette conscience du coup de ce qui se passe, elle m'amène à plus d'options. Et je vais citer un exemple concret, puisque là j'ai à nouveau pris l'avion pour te rejoindre. Yes. Avec mon fils et puis avec mon conjoint. Et je suis une grande stressée je suis une grande stressée en vol. Et puis cette fois-ci, je me suis dit, bon, écoute, ok, là j'ai bien identifié, j'ai les mains moites, j'ai le cœur qui bat super vite, je suis dans ma réponse sympathique. Et cette réponse sympathique, pour moi, elle émerge de ce que je ne suis pas aux commandes de l'appareil. Tant mieux d'ailleurs pour l'ensemble des passagers. Mais c'est cette sensation de je ne maîtrise rien. Perte de contrôle, à nouveau. Et là, le travail. Donc, il y a eu un premier niveau de travail, enfin, en tout cas, de conscience, avec l'identification de l'état dans lequel je me trouvais, en termes de système nerveux, dans l'état sympathique. Et puis ensuite, un travail somatique de comment je m'accompagne dans cette expérience-là, dans le corps, comment je sécurise dans le corps. Et comme pour moi, il y a ce truc de je maîtrise rien, je suis dans le vide et je ne peux rien faire, je suis revenue dans la conscience du support. Donc, je suis revenue dans mes pieds reposent sur quelque chose. L'avion, c'est une autre question, mais moi, mes pieds reposent sur quelque chose. Je suis solidement attachée à mon siège et mon siège me soutient. Je suis revenue dans ces sensations-là. Comme je sais que la co-régulation aussi, hein, c'est ça aussi que le travail avec le système nerveux nous permet de comprendre, c'est que d'autres personnes peuvent nous prêter leur sens de sécurité, peuvent nous prêter littéralement leur système nerveux. Donc, je connecte avec une hôtesse, et puis juste d'avoir ce support aussi de son regard m'a permis de m'apaiser. Puis j'ai déchargé aussi cette énergie de survie, hein, puisque j'ai senti que j'avais très très envie de fuir et d'aller ailleurs, mais c'était pas possible. Et donc j'ai shaké, voilà. Même si, maintenant je suis plus, j'allais dire, est-ce que le regard des autres m'importe encore là-dessus ? Non.
plus. Non, parce que tu t'es libérée des Ouais, empreintes de la honte toxique. Ouais, C'est un autre épisode, c'est un C'est autre ça, sujet. Je crois c'est que c'est ça. l'épisode 66 de mémoire. Allez écouter C'est sur ça, la j'ai honte pu toxique. shaker sur mon siège. Et puis peut-être que j'ai même donné l'autorisation à certaines personnes de faire pareil. Absolument. C'était- Absolument. voilà. Absolument. Mais du coup, j'ai pu vivre ce moment-là beaucoup plus paisiblement. Yes. Et voilà, arriver tranquillement ici. Donc comment est-ce qu'on travaille avec le système nerveux? Les concepts, hein. Avoir les concepts et puis ensuite les sentir dans le corps pour nous. Ensuite, comment est-ce que je me ramène dans la sécurité? Et ça va être tout ce qu'on appelle le travail somatique. Soma, c'est le corps, hein. C'est un mot C'est un ça. peu fancy pour dire, voilà, on va travailler avec notre corps, avec nos sensations. Et puis, il y a tout le travail avec les parts de nous aussi qu'on a complètement intégré, hein, dans le programme Arise et qui, pour moi, est comme à la croisée des chemins entre la psyché et la physiologie, parce qu'on sait qu'il y a certaines parts de nous qui vont s'exprimer plus dans le corps, par des sensations, par des symptômes physiques. Il y a des parts de nous qui vont plus s'exprimer par des pensées, qui vont voilà, nous faire avoir certaines réactions. Donc voilà, ces parts de nous, ça c'est l'IFS pour Internal Family Systems, qui est une modalité qui est très intéressante parce qu'elle travaille avec la mémoire implicite. Donc on ne reste pas juste au niveau de l'explicite, parce qu'encore une fois, le trauma, il peut être enfoui, bien profond, ce que tu disais avec les vétérans du Vietnam tout à l'heure, hein. Je suis à un barbecue et ben en fait ma mémoire implicite elle me transporte ailleurs, mais je m'en rends pas compte. C'est ça. Ben, c'est ça en fait, et le travail avec les parts de nous, c'est ça qui permet d'aller voir, et c'est un travail vraiment extraordinaire quand on vient vraiment connecter à l'intérieur. Puis par exemple, tu aurais pu dialoguer avec ta part qui a peur de l'avion, là, si je reprends l'exemple, et puis venir se mettre à l'écoute, puis qu'est-ce qu'elle allait à dire, et puis lui demander, ok, de quoi tu as besoin là. Et c'est exceptionnel ce travail, parce que vraiment, parfois, alors au début, on a l'impression d'être un peu, je sais pas, comme d'avoir deux personnes à l'intérieur, quelque chose comme ça, mais les parts de nous, elles peuvent venir nous dire des choses, on s'y attend pas, tu vois. Donc, on a de très beaux témoignages quand on travaille avec les parents. On y reviendra. Et on peut pas dire on invente, tu vois, c'est vraiment, tu as quelque chose qui émerge de toi, tu dis oh waouh, je savais pas qu'il y avait ça à l'intérieur. Et là encore, pour faire le lien avec ce qu'on disait sur le travail avec le système nerveux et le trauma, quand il y a des stratégies, des comportements qu'on n'accepte pas à propos de soi, qui nous font souffrir dans notre quotidien, ces comportements-là et ces stratégies et les parts qui y sont liées, on a souvent tendance à les rejeter, à les ignorer, à les minimiser. Ce qui fait le lit du trauma, hein, ça aussi, hein, il y a une forme de déconnexion de soi. Et finalement, on se rend compte quand on fait ce travail que c'est extrêmement coûteux de rejeter ses parts. C'est extrêmement coûteux de se dissocier, d'anesthésier, de se distraire de ce qu'on ressent. Et donc le travail avec les parts, il permet de recréer un lien harmonieux avec soi, de vraiment vivre cette relation, comment dirais-je, avec énormément d'ouverture et de compassion. Qu'est-ce que tu as à m'apprendre aujourd'hui? Tiens, ma part anxieuse, tiens, ma part triste, tiens, la part qui a peur. Qu'est-ce que tu as à m'apprendre aujourd'hui? Comment est-ce que je peux te soutenir? De quoi est-ce que tu as besoin? Comment est-ce que tu aurais besoin d'être rassuré? Et ça nous permet aussi de rétablir encore une fois une relation où on sort peut-être d'un lien de jugement avec soi, et d'embrasser une posture de curiosité qui est extrêmement favorable à ce travail-là et qui ramène beaucoup de douceur aussi. Et quand tu dis c'est coûteux, j'ai envie de préciser, de dire le prix à payer, c'est notre énergie en fait. Oui, Parce c'est que ça. du coup, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on est tout le temps en conflit, ce qu'on appelle un conflit intérieur. En IFS, on appelle ça les polarités. Et il faut vraiment s'imaginer, c'est comme si, je vais reprendre l'image super simple de la voiture, mais j'appuie sur l'accélérateur et le frein à la fois, ou alors deux personnes qui tireraient la corde, tu vois, dans deux directions opposées. Moi, je veux aller là, non, moi, je veux aller là. Et bah, effectivement, tu dépenses une énergie folle et tu fais du surplace. Tout à fait. On nourrit effectivement des formes de figement à cet endroit-là. Ouais. Absolument. Absolument. Voilà, et donc tant qu'on est sur le sujet de comment est-ce qu'on travaille avec le trauma, avec le système nerveux, une autre chose qui va être essentielle avant qu'on passe aux deux notions d'autonomie et de communauté qui nous sont chères dans le RISE, puis pourquoi on les a intégrées, une dernière chose à préciser, que je n'ai pas envie de préciser parce que c'est la chose que je déteste le plus, je crois, dans ce travail. Encore aujourd'hui, hein, y a des parts de moi, justement, qui n'aiment toujours pas ça du tout. Puis en postpartum, là, elles sont bien ressorties, elles étaient bien en colère, mes parts de devoir ralentir. Exactement. De devoir ralentir. Mais pourquoi on doit ralentir, c'est essentiel. Tu disais tout à l'heure...
savoir où je me situe dans mon système nerveux, dans quel état je suis, ça m'a redonné de l'espace. Et c'est exactement ça. C'est cet espace entre comment je me sens, par exemple, et puis comment je réagis. Exactement. Enfin, cet espace aussi de, il s'est passé quelque chose qui a été traumatique, on l'a dit, le trauma c'est trop. Et ça peut être trop vite. Si. Ça s'est passé tellement vite, si je prends même un accident, tu vois, ça s'est passé tellement vite, je sais plus, la voiture elle est arrivée à droite, elle est arrivée à gauche. Tu sais. Souvent la police interroge les personnes, ils savent pas. Et la personne elle est incapable de raconter, c'est arrivé beaucoup trop vite. Et quand on va après par exemple en séance de somatic experiencing, hein, qui est la modalité de travail dans le corps avec le système nerveux, le travail de Peter Levine, et ben là on va étirer cet épisode-là, mais l'étirer, c'est-à-dire voilà, on va vraiment presque dire une phrase, deux phrases, et puis comment je me sens. Ok, il s'est passé ça, comment je me sens. Et là, ton corps, il a envie de faire quoi? Et on va donner de l'espace. Et donc, ce ralentissement presque extrême, presque douloureux, j'ai envie de dire, genre painful slowing down, tu vois. On dit en anglais, genre it's painful. C'est douloureux, mais ralentir pour que le système nerveux puisse du coup achever ces fameuses réponses. Parce que sinon, en fait, il n'a pas eu l'occasion de le faire, puis il n'aura jamais l'occasion de le faire si on ralentit jamais. Tout à fait. Ouais. Et puis de comprendre que si on a des difficultés à ralentir, en tout cas, moi, il y avait effectivement cette conscience que finalement, quand je ralentis, je ressens plus. Je ressens plus. Pas super envie parfois au début de ressentir plus. Il y a des informations qui arrivent forcément. Hein, quand je suis dans le faire, dans l'anticipation constante, je sens moins. Et puis, quand on ralentit, il y a ce moment où ça laisse au corps l'espace de dire bah, ça, je veux encore, ou ça, non. Ça, j'aime, et ça, j'aime pas. Et finalement, c'est génial parce que dans le container que représente Arise, on apprend à savoir comment se positionner par rapport à ces informations-là pour que ce soit pas submergent. On apprend à vivre le ralentissement et que ce soit vraiment une expérience finalement plus douce que douloureuse. On apprend aussi à accepter qu'on va avoir accès à ces sensations-là, on va avoir accès aux réponses du corps et que peut-être dans un premier temps on n'en fera rien et que c'est ok comme ça. Mais que ça commence à recréer ce lien de soi à soi-même, à son authenticité, hein, puisque en vrai, la guérison, c'est un travail d'authenticité. Ouais. Et à toi qui nous écoutes, à vous qui nous écoutez, je veux vraiment dire, chez les participants du programme Arise, c'est peut-être la chose la plus difficile de ralentir, qu'on voit. Hein. On veut en faire le plus possible, on veut faire vite, et encore une fois, normal parce qu'on est peut-être dans la douleur, dans la souffrance depuis tant d'années, parce qu'on a peur de ressentir, parce qu'on s'est réfugié dans notre tête et que non, je vais pas aller dans mes sensations, ça c'était moi, c'était en mode je vais vous dire vraiment, enfin, je le raconte souvent et je le raconte aux participants de Rise aussi pour comme décomplexer, mais moi ça m'a mis tellement de temps à pouvoir me poser pour faire une pratique somatique, enfin c'était quelque chose, je le faisais après avoir marché ou après avoir fait du yoga ou après je devais tellement décharger d'énergie avant de pouvoir me poser 5 minutes pour venir soutenir une épaule ou venir, tu vois, faire une pratique somatique, c'était extrême quoi au début. Mais voilà, petit à petit, et c'est là le point mindset, l'engagement, petit à petit, voilà, en restant engagé puis en disant bah ok, et ça rejoint la compassion dont tu parlais, c'est difficile de dire bah ok, aujourd'hui ma capacité c'est 3 minutes. Tu vois, alors que j'étais en études de droit et j'étudiais pendant 6 heures d'affilée, tu vois, et tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi. Et là, ma capacité d'être assise, là, c'est 3 minutes. Ok, régression. Mais non, c'est pas une régression, c'est quelque chose de tout à fait différent. C'est un nouvel apprentissage total, en fait. Donc, c'est vraiment, tu sais, quand on dit les baby steps, on repart au niveau baby, et on le répète souvent, ça, au début de Rise, et c'est un rappel qu'on doit faire tout au long du programme, parce que, oui, il y a des parts de nous qui émergent aussi qui s'impatientent. Il y a des parts de nous qui émergent, des parts protectrices qui disent t'avances pas, ça sert à rien ce truc-là. Et donc voilà, c'est un rappel et je veux dire, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui disent ok, moi finalement je sais pas, nous disent de ralentir. C'est normal si c'est quelque chose qui est difficile, si tu as déjà entamé ce travail ou qui te semble voilà, difficile, voire insurmontable aujourd'hui. Voilà, le container dont tu parlais dans Rise, il est, je crois, très, très, très soutenant. Tout à fait. Et puis, ralentir, c'est un choix. Tu sais, tu réévoquais la question de la volonté. Dans le trauma, il y a tout ce qui nous échappe dans l'expérience, en fait. Je fais, mais parce que je n'ai pas le choix. Je continue de faire, mais parce que je n'ai pas le choix.
ralentir, c'est déjà revenir dans cette posture de choix. Et ça nous amène presque au point qu'on voulait évoquer de L'autonomie. revenir dans l'autonomie et la puissance personnelle, en fait. Renouer avec un sentiment de puissance personnelle. Tout à fait. Ralentir, c'est un choix. Et ça me remet aux commandes d'une expérience qui m'a échappé à un moment donné. Complètement. Donc ce que tu dis, c'est qu'en ralentissant, on revient déjà dans la puissance. Ouais. On revient dans voilà ce que moi j'ai prévu de faire. Ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai prévu de faire un truc, puis c'est impossible quand je suis dans mon état de survie. Voilà. Là, c'est un choix. Et donc, superbe transition avec ces deux concepts dont je parlais au début, l'autonomie et la communauté. Pourquoi c'est au cœur du parcours de guérison qu'on propose. Et je crois que sur le sujet de l'autonomie, c'est peut-être une des grandes différences entre Arise et puis voilà, peut-être d'autres thérapies ou modalités. C'est l'intégration de tout ce dont on a parlé là jusqu'ici, la théorie, les pratiques dans le corps, du coaching qui est soutenant, des échanges avec d'autres participants. C'est cette combinaison, pas de modalité, mais cette combinaison vraiment de format, en fait, je pense aussi, qui permet d'être vraiment à l'écoute de notre système, de venir guérir plein de parts de nous aussi. Et c'est cette combinaison qui nous permet d'être autonomes presque tout de suite, je dirais. Tu vois l'autonomie, cette autonomie dans la guérison dès le départ, parce que on comprend les concepts, on prend le temps de comprendre les concepts, on prend le temps de les expérimenter dans le corps, on prend le temps d'aller en parler en coaching et du coup d'avoir du feedback. Et puis l'autonomie qui redonne encore une fois ce sentiment de puissance qui fait défaut dans une expérience traumatique. Je n'ai pas eu le choix. Dans le trauma développemental, je n'ai pas eu le choix que de réprimer mon authenticité parce que je dépendais du lien, par exemple, à mes figures d'attachement. Et là, on revient donner ce choix en permanence. Et d'ailleurs, c'est les participants et les participantes qui se guérissent. Nous, on est responsable du contexte, du cadre qu'on donne qui est favorable à ça, qui soutient cet élan-là. Mais c'est chaque personne qui le vit, qui en fait l'expérience. Et c'est magnifique pour ça, c'est magnifique. Et c'est une expérience quotidienne de revenir dans la maîtrise. Quotidienne de dire, aujourd'hui, tiens, j'écoute un peu, j'ai la capacité de faire cette pratique somatique. Yes, j'y vais. Aujourd'hui, non, pas trop. Ok, je vais être un peu avec mon corps, mais je vais faire autre chose. Et c'est vraiment, on se redonne ce choix tout le temps. Exactement. Ces options-là. Absolument. Et ensuite... Ça, on peut venir le partager aussi, je pense, au groupe Facebook où il y a vraiment des partages hyper vulnérables et des partages de cœur. Et puis, je crois que ce qui est tellement beau, c'est les commentaires de personnes qui disent « Ah, je résonne avec ton expérience, pour moi, ça se passe comme ça. » Et c'est tellement riche, ça, mais tellement riche. On guérit en lien. On guérit en lien. Absolument. C'est vraiment... pas facile de faire les choses seul. Je dis pas que... Enfin, et en thérapie one-to-one, on n'est pas seul d'ailleurs. On est avec le thérapeute, bien sûr. Et souvent, les personnes, elles disent « Ah, qu'est-ce que ça va m'apporter ?» Non, il y a de la place pour les deux. Je crois que je vais en thérapie one-one et je vais travailler certaines choses. Et puis, dans la thérapie one-one, j'ai pas ce côté communauté et sentir qu'il y a d'autres choses, il y a d'autres personnes, qui vivent les mêmes expériences que moi. Donc c'est vraiment complémentaire. Mais ce pouvoir de la communauté à un moment donné, ça me fait penser à un livre de Sylvie Baron, dont je le mettrai dans les show notes, ce livre, parce que le titre m'échappe là maintenant, mais où il parle de la guérison dans les tribus indigènes et la guérison qui a la communauté au cœur, quoi. Tous les rituels de guérison, ils sont faits en communauté. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a perdu. Et or, ces rituels indigènes, ils sont super efficaces sur des choses physiologiques, et des choses incroyables. Nous qui nous paraissent incroyables, mais parce qu'il y a le lien. Puis ça vient tellement valider notre expérience. Moi, pour avoir vécu du coup de l'intérieur l'expérience Arise, c'était tellement, tellement soutenant et doux de voir mon expérience légitimisée par l'expérience des personnes qui m'entouraient. Ah ouais, moi aussi, je vis cette anxiété-là, et raisonner avec les questions que je pouvais soulever. C'est très, très soutenant. C'est très soutenant. Et puis, on parle... Quand je reviens là sur le système nerveux et la théorie polyvagale, tout le travail avec la théorie polyvagale, il est de pouvoir rester en lien, de pouvoir rester dans cet engagement social, de pouvoir s'y sentir en tout cas en sécurité, de pouvoir se désengager et s'engager, mais en restant en sécurité là-dedans. Et donc, ça fait complètement sens du coup de faire ce travail-là en communauté, puisqu'il s'agit, on fait l'expérience là de je m'engage avec les personnes qui sont présentes et puis je me désengage parce que je reviens habiter mon expérience et seulement mon expérience et que c'est bien comme ça pour moi, mais toujours en me sentant en sécurité de le faire. Tu dis souvent que ce qui s'est défait en relation
se refait dans le cadre de la relation. Et c'est aussi ça que ça permet, le fait d'être en communauté. De sentir qu'il y a plein de choses plein d'expériences réparatrices qui apparaissent là dans les relations qu'on développe, dans les petits groupes notamment, et puis sur la page Facebook. Ouais, et là, on est en train de parler du sujet de l'attachement, en fait. Et l'attachement, c'est au cœur du trauma développemental. Et c'est ce qu'on a dit, quand on a des choses comme ça tellement si tôt dans la vie, ça détermine la solidité ou / la fragilité de notre système nerveux. Et donc, voilà, je le vois aussi sur les réseaux, hein, quand je poste des choses sur l'attachement, ça a toujours tellement de succès parce qu'il y a tellement de choses qui viennent se revivre en relation. Je me dispute avec mon conjoint, on est 2 anxieux à la maison, comment on fait? Voilà, la relation, c'est où je vais dans le petit groupe Arise et puis je suis stressée de parler devant les autres. Ok, comment je peux me mettre en sécurité avec ça? Et puis nous, on joue avec ça aussi, le fait que ce soit en ligne, on dit tiens, essaye d'éteindre ta caméra, vois comment ça fait, puis on sent dans le corps, essaie de la rallumer, comment ça fait? Et si tu regardes pas les autres participants, comment c'est? Si tu captes maintenant les regards, comment c'est? Et on se permet comme ça de... Et il y a des choses extraordinaires, des personnes qui étaient tellement stressées au début, voilà, ou qui participaient pas trop, puis on les voit s'ouvrir au fil des mois, c'est waouh. Ça, c'est un des très beaux indices sur un chemin de guérison d'ailleurs, ce moment où on sent qu'il y a de l'ouverture pour la personne vers le groupe, vis-à-vis du groupe, qu'elle peut recevoir, qu'elle peut amener des choses. Et recevoir aussi finalement le soutien du groupe, c'est très très beau. Parce que nous on facilite ça et on promeut ce ralentissement aussi, de prendre le temps de sentir ça. Ouais, tout à fait. Et ça nous fait une belle transition sur justement les choses qu'on voit dans Arise, parce qu'on voulait vous partager ça, à la fois des moments de guérison, et puis on va y venir un peu après. Et peut-être avant les moments de guérison, qu'est-ce qui fait que les personnes elles se trouvent bloquées? Parce que voilà, nous on assiste à ça. On peut voir comme un peu 2 profils. On parlait d'énergie, on parlait que le trauma disrupte l'énergie, le trauma perturbe finalement le flot de l'énergie. En nous, on a plus l'énergie pour donner vie à nos projets, pour donner vie à nos rêves. Notre énergie va dans nos réponses de survie. Et donc on peut voir un peu comme 2 profils énergétiques, si je peux le dire comme ça. Il y a le profil plutôt shutdown, dorsal, les personnes qui vont arriver dans le programme et elles, pour le coup, qui ont vraiment peu d'énergie. Une pratique somatique, ça va être waouh, il faut que je fasse, qui sont beaucoup plus du côté de la fatigue, qui vont lutter pour, presque lutter, hein, j'utilise ce mot, mais pour mettre en place les choses qu'elles savent être bonnes et puis nécessaires pour leur guérison. Et puis, on a l'autre profil qui est plutôt le profil type A personality, hein, on dit en anglais les personnes go. Alors elles vont lutter pour ralentir, c'est le contraire. Ça, c'est les personnes qui, quand on a parlé du ralentissement, paniquaient juste avant et se sont dit « je ne vais jamais faire ça de ma vie ». Et elles, du coup, elles luttent pour ralentir et pouvoir faire les choses nécessaires à leur guérison. Moi, c'était plutôt ça, où je disais je pouvais même pas me poser 3 minutes pour faire une pratique somatique. Il y avait toujours mieux à faire, le lave-vaisselle, le nanan. Mes parts protectrices, elles étaient à fond. Tiens, si tu vidais le lave-vaisselle, ce serait quand même mieux que de faire la petite pratique là. C'est ça. Voilà, et elle, ça va être plus... j'ai écrit dans mes notes trouver le temps de faire le travail de guérison, mais c'est pas ça, c'est make time, c'est créer ce temps. Voilà, et donc là, on a un peu un lien avec l'autosabotage. Il y a comme elles peuvent, je veux dire elles peuvent, parce que c'est pas toujours le cas, mais elles peuvent se saboter de 2 manières complètement différentes. Ces personnes-là, peut-être que le premier profil qui n'a pas beaucoup d'énergie va plutôt procrastiner, voilà, se désengager de cette façon-là, puis le deuxième profil va aller vider de la vaisselle au lieu d'ouvrir la page Arise. Et déjà, juste le fait d'avoir conscience, en fait, c'est chouette que tu l'amènes ici, parce que juste d'avoir conscience que c'est attendu, que ça va probablement se manifester, ça permet de le repérer un petit peu dans son parcours, et puis de l'adresser petit à petit. T'allais dire. Et puis je veux redire qu'on peut osciller entre les 2 profils, bien sûr, parce que j'ai des moments de dorsal profond où j'ai aucune énergie, et puis j'ai des moments de sympathique. Ça arrive beaucoup, des personnes qui disent je suis go, et puis à un moment donné je ne peux plus, et puis là je peux plus rien faire. Mais la conscience déjà, elle va changer des choses, parce qu'il y a des moments du coup où tu vas faire l'expérience de ce sympathique ou de ce dorsal et des comportements là qui en émergent, et puis tu vas te dire ok, en fait, je vais me coucher. Mais c'est déjà très différent. Je reviens sur l'expérience de l'autonomie et de retrouver la maîtrise de son expérience. C'est très, très différent de s'accompagner dans les réponses qu'on a identifiées que de les subir. Et la plupart des personnes au début de ce travail, elles viennent aussi parce qu'elles ont le sentiment de complètement subir ces réponses-là, ces stratégies-là.
Tellement de Là, personnes qui disent je ne me reconnais plus. mais voilà. Tu sais, j'ai entendu cette phrase tellement de mais fois. voilà. Yes, yes. Quand je faisais encore les appels clarté dans le Rise, je me reconnais plus. J'étais pas comme ça. Tout allait bien jusqu'à cet événement. Vraiment cette impuissance, quoi. C'est ça, je Ouais, subis. complètement. Et là, à partir du moment, même si la réponse vers laquelle tu irais par défaut, c'est d'aller te coucher ou de consommer très très vite Du chocolat. Ouais, Pas ça, c'est du non, fromage, moi, mais là, c'est du chocolat. exactement. Bah, il n'empêche que si tu vas en conscience, c'est tout à fait différent comme expérience, parce que si c'est toi qui l'initie, c'est aussi toi qui peux à un moment donné te dire non, là c'est bon, ça suffit. Ça, Non, moi, je passe à autre chose, je réajuste, je peux faire autrement. C'est reprendre cette conscience-là qu'on peut faire autrement. Ouais, voilà, ça va être en lien avec le ralentissement dont on parlait tout à l'heure, mais je crois qu'une des grandes choses où je vois des personnes qui peuvent se saboter ou qui vont rester bloquées, et paradoxalement, hein, mais c'est des personnes qui veulent en faire trop tout de suite, tu vois, dans le programme. Et je disais, on temporise ça beaucoup et on rappelle beaucoup, nous. Ça, et ça a influencé le développement de Rise aussi, parce qu'on vous emmène en coulisses là, donc je veux en parler de ça. Voilà, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut encore plus faciliter ce ralentissement, que les personnes prennent les choses vraiment par petits bouts, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut travailler avec le trauma. Donc on s'est dit, par exemple, il y avait le module 8 qui est voilà, plutôt sur Vive la guérison. On a dit, ok, on va peut-être conseiller de le commencer un peu plus tard, tu vois, comme ça on allonge un petit peu le curriculum, rappeler constamment aux personnes de ralentir, de prendre des plus petits morceaux. Là, on va proposer une nouvelle chose, on va proposer des groupes de pratique pour pratiquer ensemble les workbooks. On va voir comment ça va. Ouais, c'est génial. Voilà, comment ça va marcher, parce qu'on a eu beaucoup de feedback de participants qui disent, moi j'écoute les vidéos, mais quand il s'agit après d'aller prendre le workbook en dessous de la vidéo, puis de concrètement faire une pratique de mois à mois, je le fais pas en fait. Et donc, est-ce qu'on pourrait pas le faire ensemble ? Parce qu'effectivement, dans les petits groupes de partage, notre choix, c'était de laisser les participants plus partager et puis pouvoir se déposer. Donc, il y a ces espaces-là. Puis là, il va y avoir des espaces aussi plus c'est très beau, ça. de pratique. On va prendre le workbook ensemble et puis on va dire, allez, on le fait. Donc, on va voir si on peut court-circuiter un peu d'auto-sabotage. Ouais, et puis on sait que t'en parles suffisamment, mais on sait que auto-sabotage et ondes toxiques sont très très liés, et le fait d'organiser, de proposer ces moments-là de soutien aux personnes qui justement ont plus de difficultés à se sentir OK de faire une pratique seule, c'est que ça va permettre aussi d'accompagner cette honte-là quelque part. Parce qu'il y en a beaucoup, tu vois, dans les petits groupes qui sont venus à moi en me disant « mais je comprends pas, là on fait ensemble et tout se passe bien et c'est super ». Et puis quand je me retrouve seule, j'arrive pas à passer à l'action. Et quand elles le partagent, souvent il y a beaucoup de honte derrière ça. J'y suis pas arrivée seule. Et c'est tellement rassurant. Enfin, moi, je leur dis toujours, mais c'est OK, tu viens chercher de la co-régulation. On est en lien, on fait le travail en lien. Et puis, quand tu auras un niveau de sécurité suffisant, tu le feras seul et ce sera OK. Mais on va accompagner encore plus ça. Et c'est trop bien. Ce travail-là, parfois, c'est déconcertant. À quel point déconcertant de simplicité, tu vois. Et donc, tu vois, tu vas avoir quelqu'un, je sais pas, qui est CEO de je sais pas quoi, qui fait un métier super complexe, super performant dans son métier et tout, puis une pratique somatique d'une simplicité déconcertante va dire, je peux pas me mettre là tout seul à la faire. Et donc, ça nourrit tellement cette onde toxique. Il y a des empreintes de onde toxique à l'intérieur, il y a tellement cette déconnexion, tu vois, entre la performance, ce que je suis capable d'accomplir dans ma vie, et là, je viens de travailler sur mon système nerveux et je suis pas capable de faire la chose la plus basique, tu vois. Et effectivement, ça a besoin d'être accompagné, en fait. Ça a besoin d'être accompagné, soutenu, rassuré, validé. Ouais. Parce que, voilà, la performance, elle est peut-être aussi pas venue pour rien. Tout à fait, tout à fait. On avait besoin de performer à des moments. Exactement. Exactement. Ouais. Qu'est-ce qui t'a coincé, toi, sur ton chemin de guérison ? La première chose, ça a été me dépêcher. Et en même temps... J'ai vachement de tendresse pour les parts de moi qui voulaient aller très très vite. D'une, parce que quand on arrive... donc j'accompagne depuis 4 ans, mais tu t'imagines que j'ai suivi des formations, j'ai été moi-même accompagnée, supervisée, etc. etc. Donc ça me fait penser à la personne dont tu parles en profil avant, qui fait des trucs super compliqués, puis qui arrive à ce travail, qui se dit « mais c'est super simple, et pourquoi j'y arrive pas ?» Moi, il y avait ce truc de « j'ai été formée, j'accompagne, je suis accompagnée, et je suis dans mon postpartum, et je suis submergée. » Et
je suis submergée, il y a un enjeu très fort parce qu'il s'agit de parentalité et de relation à mon enfant et de pouvoir relationner comme je le veux, surtout que j'ai l'injonction de profite, hein, parce que ça passe vite. Oui, je le sais, justement. C'est horrible. Profite, ça passe vite. Jure, c'est horrible cette injonction. Ouais, arrêtez de dire ça aux mamans, s'il vous plaît. Ouais. Parce que le postpartum... Parce qu'on est au max, en fait. Et puis, il y a des moments où, genre, tu sais, t'es dans les choux totales, Bah ouais, on et dort on pas. te dit profite. Et t'es là, non, mais ce n'est pas une expérience enjoyable like the moment. Genre, c'est pas nice, là, tout de suite, maintenant. Ouais. Et puis, avec de bonnes nuits de sommeil, je pourrais tellement plus profiter, quoi. Mais du coup, voilà, il y avait J'étais un peu sur le tourniquet dont je redescendais pas, quoi. Et donc, j'arrive au programme avec cet espoir, en fait, il faut que ça change et vite, parce que je veux profiter de mon enfant qui grandit vite aussi, et avec un sentiment d'urgence très fort. Et un peu le truc de c'est la dernière chance. Je parlais de mes formations, je me suis un peu perdue là en parlant, mais je parlais des formations et du fait d'avoir été accompagnée. Quand tu as essayé plein de choses, et c'est le cas pour beaucoup de personnes qui rejoignent Rise, il y a un truc de c'est la dernière chance, quoi. Tu sais pas combien de fois j'ai entendu ça. De personnes qui m'ont dit c'est la dernière chose que j'essaye et après j'arrête. Ouais. Et du coup, c'est contre-intuitif d'aller ralentir à cet endroit-là. Mais on comprend par ailleurs, je comprenais en tout cas intellectuellement, qu'il y a une dissonance. Me dépêcher d'aller mieux, c'est-à-dire me dépêcher d'être apaisée, il y a un non-sens. Yeah, il y a quelque chose qui... Je vais me dépêcher d'être calme. C'est ça. Ça va pas. C'est à nouveau le figement dont tu parles, en fait, accélérateur et frein. Tu vois comme notre discours, il est empreint de cette expérience de figement. Et donc, voilà, ça c'était ma grande difficulté. Donc, j'ai commencé par beaucoup consommer, en fait, par aller très, très vite. Et puis, je crois que c'est quand on est arrivé sur le module de l'attachement, où il y avait cette notion de comment est-ce qu'on rentre enfin en relation avec soi, comme on aurait aimé être accompagné par nos figures d'attachement. Comment est-ce qu'on se donne l'attention, le temps, quel cadre on se donne, quel contexte on se donne pour apprendre, pour grandir, pour guérir, dont on aurait aimé bénéficier enfant. Et ça m'a vachement touchée et ça m'a beaucoup, beaucoup aidée à justement ralentir et à me dire, ok, comment je ferais moi avec mon enfant pour favoriser un contexte d'apprentissage ? Je vais faire attention à ces temps de connexion, ces temps de déconnexion, ces temps d'engagement et de désengagement. Et mon fils m'apprend ça en fait très, très bien. Et j'ai commencé à me donner ça. Et donc ça a été un peu la clé pour accepter de ralentir et même trouver du plaisir dans le ralentissement, trouver du plaisir à sentir. Parce que petit à petit, on apprivoise aussi les sensations d'inconfort qui sont là. Notre capacité à tolérer certains inconforts augmente. Et donc, c'était presque agréable pour moi de me dire « Ah ouais, je ressens ». Et ça me donne une information sur mes prochaines décisions, ce que je veux pas, ce que j'aime pas. Donc voilà, la clé ici, ça a vraiment été de me reparenter, et de sentir que l'ouverture et l'apaisement allaient naître de ce ralentissement-là, de me le donner petit à petit. Et quel courage et quelle clarté dans un moment où parenter n'était pas facile. Oh non, c'est sûr. Yes. Ouais, c'est sûr. Parce que, donc, je veux redire que ça demande du courage et que vous qui faites ce travail, on vous voit. Ouais, vraiment. Complètement. Et il y avait une deuxième chose, je pense, que tu as mis dans les notes et qui est très importante, que j'aimerais que tu partages. J'ai été invitée du coup à déconstruire un peu mon idée de la guérison. Yes. Il y avait un peu cette croyance que guérir, c'était me sentir à 90% du temps bien. Voilà, c'est un peu cette quête du bonheur. Et en fait, il y a une citation, je ne sais plus exactement de qui, mais qui exprimait l'idée que guérir, c'était peut-être simplement redevenir qui l'on est, redevenir soi. Et donc, cette déconstruction, elle m'a aidée parce que ce qui s'est passé, c'est que je voyais du coup la guérison comme une destination, comme un objectif à atteindre, et plus comme un processus. Donc, je comparais là où j'en étais de là où je supposais que je devais en être, en ma défaveur, évidemment. Bien sûr. Et donc, une clé là qui m'a aidée à surmonter ça, que tu nous as proposée et à laquelle j'avais du mal à adhérer au début, c'était de célébrer les petits changements, de faire attention aux petits changements.
Est-ce que je me sens un petit peu mieux? À quoi est-ce que je le reconnais? Est-ce que cet état d'anxiété, il a duré peut-être aujourd'hui un peu moins longtemps? C'est toujours dans les un peu. Mais c'est eux qui finissent par faire une différence significative sur ce chemin-là, finalement. Donc, noter ces petits changements et les célébrer, les valoriser. Ça m'a vraiment, vraiment aidé ici à revenir dans le processus, à avancer avec plus d'intention aussi, qui me permettait de prêter attention à mes sensations. Ok, ça me permettait de valider, en fait, que je suis sur le bon chemin et qu'il n'y a pas vraiment d'arrivée, en fait. C'est juste un mode de vie, finalement. Et bien sûr que de ça va découler le fait de se sentir mieux et de se sentir plus épanoui, etc. Mais c'est pas la destination première, en fait. Ouais, sur moi, ce qui m'a bloqué, je te rejoins sur beaucoup consommer au début. Moi, je l'ai noté comme ça, que j'avais des parts qui étaient super, des parts de moi hyper actives dans l'intellectualisation de tout. Tu vois, si je comprends, ça va aller en fait. Il y avait un peu ce truc-là. Ouais. Et puis après, c'était pas de relâcher parce que les concepts sont super importants et la compréhension, elle est super importante, mais pas que. Pas que. C'est pas en opposition. Et pas que. Donc ça a été un step. Et puis j'en parlais tout à l'heure avec les personnes qui viennent et qui disent mais j'ai pas de souvenirs. Comment est-ce que je vais faire pour travailler? Et moi, ça a été très très marquant sur mon chemin de guérison, des souvenirs qui sont revenus. Alors beaucoup avec les parts de moi, c'est pour ça que je disais les parts le travail avec les parts il est fantastique parce que d'un coup tu connectes à une part de toi, il y a un souvenir qui revient et voilà, tu sais très bien, c'est ton souvenir et t'es là, mais j'avais complètement oublié ça. Et moi en fait j'avais complètement bucolisé mon enfance, c'est-à-dire voilà, c'était quelque chose de bucolique que j'avais idéalisé et vraiment je ne me souvenais, et je l'ai pas fait exprès, tu vois, pour le dire super simplement, mais c'est ma mémoire qui avait fait ça, je ne me souvenais que des bons souvenirs, tu vois. Que des bons souvenirs. Et donc il y avait ce truc, et il y avait de la honte aussi à cet endroit-là, parce qu'il y avait un truc, mais attends, je me sens comme ça. Puis je me souviens me dire tout le temps, mais attends, ça va, il y a plein de personnes qui ont leurs parents qui ont divorcé, parce que je pouvais trouver que ça, tu vois, mes parents, ils ont divorcé quand j'avais 18 ans, donc c'était comme la seule explication accessible où je me disais, bah, ah oui, peut-être ça m'a affecté, tu vois, parce que c'était un trauma assez évident, quoi. Et d'un autre côté, je me disais, mais il y a 50% des foyers aujourd'hui qui sont divorcés, enfin ça va, et les gens, ils ont pas l'air d'être dans l'état où je suis, tu vois, c'est-à-dire tout le temps submergée, anxieuse à 2000, figée, les frissons dans tout le corps, l'eczéma partout, enfin, et je comprenais pas, tu vois. Et ce travail-là, avec ces souvenirs qui ont commencé à revenir et qui sont revenus de façon complètement organique, ça je veux le dire, et petit à petit, c'est pas que j'ai été flushée de tous mes souvenirs d'un coup, c'est un petit à petit, prendre des petits bouts, ah tiens ça, ah oui effectivement, et donc à chaque fois il y avait ce truc et ça m'a amené de la compassion aussi, de dire ah ouais, en fait, ok, t'as vécu ça. Donc ouais, un des blocages, un des blocs pour moi, c'était il y avait plus beaucoup de souvenirs d'enfance ou une idéalisation en tout cas. Et donc aux personnes qui nous écoutent, je veux dire, oui, ça peut sembler un obstacle au début et ça va revenir en fait. Les souvenirs vont revenir ou pas et c'est pas grave, ça va peut-être revenir sous forme de sensation, ce sera pas un souvenir, peu importe, mais on peut travailler avec ce qui est là. Et vous allez apprendre à faire confiance à cette expérience-là, à ces expériences d'inconfort, de je ne m'explique pas, mais il y a quelque chose. Et donc on va pouvoir l'adresser. Ouais. Absolument, absolument, absolument. Et puis mon troisième blocage que je m'étais noté ici, c'était au niveau de la physiologie, puisqu'on a parlé de l'impact sur la physiologie et puis de travailler aussi sur notre biologie, notre corps. Hein. Ça a été de garder ma physiologie, moi, en mode survie pendant des années via l'alimentation notamment. Voilà, je suis passée par des troubles du comportement alimentaire au lycée, pendant mes études, assez... je mangeais que de la salade, quoi. Donc, tu vois, le corps en mode survie tout le temps, et puis tu ne peux rien faire d'autre que d'être en mode survie si au niveau de la physiologie, tu es en mode survie. Donc, il y a eu tout un chemin aussi, et j'ai dû commencer par ce travail avec le système nerveux pour pouvoir me renourrir. Ouais, tout à fait. Nourrir et renourrir, et régénérer, presque, je dirais. C'était intéressant que tu parles aussi de l'intellectualisation. Moi, je pense que j'étais beaucoup là-dedans aussi, mais le programme, il m'a permis de sentir à quel moment intellectualiser, comprendre, ça amenait de la sécurité dans l'expérience, c'était nécessaire parce que ça amenait vraiment du soutien, et sentir à quel moment en fait ça nourrissait quelque part du figement, dans le sens où quand on est dans cette intellectualisation, on est beaucoup dans le pourquoi. Et puis il y a un moment donné où on se rend compte qu'il y a des réponses qu'on ne va pas forcément avoir. Et là, on apprend doucement à basculer vers le comment. Comment je m'accompagne? Comment j'accompagne la biologie? Parce que je n'ai pas toujours des explications à tout.
Pourquoi est-ce que je ressens ça là, maintenant, précisément? Bien sûr, je peux dialoguer avec mes parts, mais comment est-ce que je m'accompagne dans cette sensation-là? Oui, et puis les sensations, elles changent vachement au niveau de la biologie. Ouais. La soif, la faim. Ouais, tout à fait. Je sais que toi aussi, tu as beaucoup changé ton alimentation Ouais. durant ce travail-là. Et ça a été un bloc aussi. Et voilà, dans ce qui nous empêche d'être bloqués, ce que je voulais partager, c'est ça, toujours être dans ce travail somatique, donc dans le corps au niveau des sensations, et puis pas oublier la biologie. Et ça, c'est quelque chose qu'on va faire un petit peu plus dans Alumni. À l'avenir, on en a parlé hors micro, mais c'est une pièce du puzzle qu'on veut ajouter. Et oui, parce que le trauma, il est biologique. Absolument. Pour une large part. Et on ne dit pas qu'il n'a pas d'incidence psychologique, bien sûr qu'il en a, mais il est biologique. Donc, j'aime bien quand, tu sais, mon formateur, Michel Skitekat, en SE, il dit le figement, le trauma, c'est du figement qui dure au-delà de la période nécessaire, en s'inspirant des travaux de Peter Levine, quoi. Et effectivement, des fois, l'intellectualisation, elle vient maintenir ce figement-là parce qu'elle nous empêche d'accéder à ce qui se passe dans le corps, à ces sensations-là. Et c'est une fois qu'on y accède avec tout le spectre d'émotions, de pensées, de mouvements, quand on réintègre cette expérience-là et qu'on connecte à l'élan vital, qu'on peut sortir de cette réponse, mais elle est biologique. Oui. Et quand on dit les biologiques, pour expliquer de façon simple, puis allez écouter l'épisode 57 qui est sur la biologie du trauma. Il y a toute une série dans le podcast sur la biologie du trauma, donc je vous renvoie à cette série-là. Mais voilà, en 2 mots, état, le figement, il y a beaucoup d'énergie dorsale, donc conservation d'énergie, donc ralentissement des fonctions physiologiques, le métabolisme ralentit, la circulation du sang, de la lymphe, tout ralentit. C'est ça qu'on dit quand on dit que c'est biologique, c'est vraiment, ça a un impact dans le corps, la digestion ralentit, voilà, et donc évidemment, incidence sur, si je digère pas bien, j'absorbe pas bien les nutriments, etc. Et puis si déjà je me nourris pas comme moi quand je mangeais que de la salade, et ça, on n'en sort pas par l'intellect. Vicieux. On n'en sort pas ça par l'intellect. Absolument. Même si c'est soutenant et qu'on a besoin de comprendre ce qu'on fait, bien sûr. Yes. Donc voilà, on a un peu allé là dans ce qui nous a bloqués et puis comment est-ce qu'on a dépassé ça chez nous. Et puis il y a tout ce qu'on voit dans Arise, tous les moments magnifiques. Je parlais tout à l'heure des expériences en petit groupe qui sont tellement remuantes parfois et touchantes et belles pour nous. Puis on voulait vous partager quelques exemples de choses qu'on peut se souvenir, aussi même de séances de somatic experiencing, en lien avec ce travail-là de transformation. Peut-être vous donner de l'espoir aussi, je crois que c'est important, puis c'est ce que c'était mon intention première avec le podcast, donc je veux continuer à être là-dedans, dans ce fil rouge de donner de l'espoir. Est-ce que tu veux commencer avec peut-être un moment que tu veux partager qui a été puissant pour toi? Ouais, en très peu de temps, il y a une personne qui m'a dit « J'ai appris à sentir sans être submergée ». Et ça, c'est, comment dirais-je, la façon dont elle le met en mots, c'est tout simple, mais l'incidence que ça a sur sa vie, c'est juste énorme, en fait, ça change tout. Parce que c'est justement parce que je me sens submergée que je pars dans la dissociation ou dans certaines stratégies. Si je suis plus submergée, j'ai plus besoin, en fait, de stratégie. Je peux, comment dirais-je, répondre, en fait, aux situations de vie qui potentiellement seraient activantes, sans être tout le temps dans des réactions par habitude. Donc juste ça, déjà, c'était énorme. Wow, je peux sentir et je ne suis pas submergée. Je me suis dit, waouh. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, je me souviens, en petit groupe, où elle partage, elle dit, mes épaules redescendent toutes seules pour la première fois de ma vie. Et ça, c'est pareil. Ça paraît tellement simple, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est passée d'un truc où elle devait consciemment, tout le temps, tu sais... prête à mobiliser. Voilà, exactement. Elle était tout le temps mobilisée. Les personnes qui nous écoutent, je suis sûre que vous êtes plein à avoir les cervicales totalement dures, les épaules, en fait, vous êtes comme ça. Je sais plus qui c'est qui disait, tu portes tes épaules en boucle d'oreille sans t'en rendre compte, tu vois. Et elle devait toujours consciemment, et puis vous, c'est peut-être votre cas aussi, toujours vous devez vous dire, attends, je relâche. Là, elle est passée de le faire consciemment à son système nerveux, le fait de façon automatique. Donc ça y est, ça c'est intégré au niveau de la neuroplasticité, le chemin il est fait. Hop, j'ai pas besoin d'avoir cette tension dans les muscles. Tac, c'est fait. Donc imaginez, là, elle a plus besoin d'y penser. C'est ça qu'il y a derrière, à nouveau. Parce que nous, on entend des choses comme ça simples, mais les incidences, effectivement, c'est... Voilà, donc ça redescend tout seul. Mon corps a retrouvé la capacité à se relaxer seul, sans que j'intervienne. Ouais, c'est magnifique. Ouais. Puis moi, ce qui m'est venu aussi, c'est... tout ce qu'amène un travail avec des modalités somatiques. Tu parlais de la somatic experiencing, parce que je me rappelle de cette jeune femme-là qui m'avait parlé d'un problème de phobie des prises de sang,
Et puis, on a fait là ce travail somatique qui consiste notamment à aller à la découverte d'espaces dans son corps qui sont ouverts et qui sont très détendus. Bref, tout un processus dont on vous partage vraiment les clés en profondeur dans l'accompagnement Rise. Et puis, elle s'est rendue comment dirais-je, à sa prise de sang, à son rendez-vous médical. Et moi, je connaissais le jour d'ailleurs, et j'y pensais ce jour-là. Je me suis dit, oh, j'espère que, voilà, on ne sait pas. Hein, nous, on donne le cadre, et puis après, ce qui doit se produire se produit. Et ça s'est produit, puisqu'elle m'a envoyé un petit mail après ce moment-là pour me dire, écoute, c'était une formalité, une simple formalité, tout s'est super bien passé. Voilà, elle s'est extasiée, encore une fois, de la résilience et de la capacité du corps, quand on recrée ce sentiment de sécurité, à pouvoir trouver son chemin, quoi, à pouvoir retrouver son chemin et vivre ce qui était activant sans être submergé, encore une fois. Ça me fait penser dans le médical à un participant de Rise aussi, un peu similaire. Il avait super peur d'aller chez le médecin et du coup, il décalait tout le temps ses rendez-vous médicaux et tout. Mais l'incidence de ça aussi, c'est dangereux parfois parce que, tu vois, parfois tu dois aller chez le médecin. Enfin, je veux dire... Ta prise de sang, tu dois la faire. Exactement. Et il est allé dans la salle d'attente et il y a une de nos pratiques somatiques, c'est marquer son territoire. Et donc, il a marqué son territoire dans la salle d'attente. Je vais laisser le suspense. Les personnes, vous viendrez faire Rise et puis vous saurez ce que c'est marquer son territoire. Il m'a dit, j'ai marqué mon territoire, puis je suis rentrée dans le cabinet médecin, j'étais ultra calme, genre pas les mains moites comme d'habitude, tout tendu et tout, j'étais complètement calme, j'étais là, oh, wow. Ouais, la liberté qu'on retrouve en fait. Oui. La liberté qu'on retrouve. Absolument. C'est incroyable. Absolument. Une autre chose aussi, ça me fait penser à ce que tu disais qui t'a bloqué, toi, tu sais, de dire il faut vite que j'aille mieux. Ouais. J'adore ce moment, et là, c'est pas une personne en particulier, parce que c'est super, super souvent que ça arrive dans le programme, où les personnes elles partagent, ça y est, j'ai plus de date butoir pour ma guérison. Tu sais, genre, j'ai lâché ce truc-là il y a une date de péremption, un peu, tu vois, genre, je sais que je suis là, je suis engagée, et qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est pareil, j'ai cette conviction que ça va aller mieux, parce que j'ai commencé à avoir plein de petites preuves, là, qui m'ont permis de lâcher, ok, faut que je sois guérie au 31-12, parce que, je sais pas quoi, je veux lancer tel projet, ou tu vois, et ça, c'est trop beau aussi, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis revenue dans ma sécurité, que je suis revenue dans... Il y a beaucoup plus de ventral, hein, cet état de connexion, de sécurité, donc c'est magnifique. Et puis combien on a eu de retours aussi sur le travail avec les parts, qui favorisent grandement l'autonomie des participants et des participantes, où je me rappelle d'une participante en particulier qui avait, tu sais, cette anxiété là dès le matin, première heure du matin, une anxiété folle, et puis on lui propose de travailler avec la part qui est anxieuse, et puis d'aller voir un petit peu là, qu'est-ce qui se passe, quoi, quelles sont peut-être les images qui lui viennent en rapport avec cette part-là, et puis la connexion s'est faite tout de suite, et l'apaisement est revenu. Ah, la part qui, quelque part, dit « Ah, c'est bon, je suis entendue, il y a cette personne, cet adulte-là qui me rassure, et ça y est, je peux lâcher, quoi. Il y a quelque chose qui se dépose. » Et ça aussi, enfin, je veux dire, l'impact que ça a sur la qualité de vie, de démarrer, on imagine quand tu démarres avec un état d'anxiété, voilà, on sait, hein, l'une comme l'autre, toute ta journée va être mise en mode urgence, il faut que je fasse, tout est dangereux en fait, tout est dangereux, tout doit être bordé, tout doit être anticipé. Et là, la clarté qui revient, la confiance qui revient. Une personne qui m'avait partagé aussi, parce que du coup, ça me fait penser à ça, tu sais, tout est bordé, ça me fait penser aux stratégies d'adaptation. Et puis je parlais des TCA tout à l'heure, il y a une participante aussi, je me souviens, qui a dit, et c'était incroyable, bon, et je veux redire ça, hein, c'est jamais une chose, bien sûr les personnes elles viennent, elles ont essayé beaucoup de choses avant, donc bien sûr il y a des choses qui ont déjà été travaillées et tout ça, mais je pense que c'était au bout de 3-4 semaines, c'était vraiment court dans le Rise, où elle me dit, mais mes TCA ont complètement disparu, genre c'est un non-sujet. Et je ne m'en suis pas occupée. Genre, j'ai fait tout le travail de régulation qu'on s'est proposé de faire ensemble. Les pratiques somatiques, elle a travaillé vraiment sur les fondations, en fait. Tu vois, pas du tout sur ce sujet-là. Et la conséquence totalement naturelle, ça a été, ok, c'est un non-sujet, genre, il n'y a plus. Et c'était une personne qui était avec ça, mais depuis des années, quoi. Non, mais c'est magnifique. Yes. C'est magnifique. Et donc ça, c'est vraiment tellement marquant. Et ce qui est tellement marquant aussi au niveau de la physiologie, une personne qui a partagé, voilà, je l'inviterai sur le podcast d'ailleurs pour un témoignage complet, parce que c'était incroyable, un témoignage sur la maladie de Crohn avec des marqueurs, voilà, qui sont revenus, pas à la normale, mais voilà, qui sont bien redescendus et tout ça, et la seule chose qu'elle a fait, c'était Rise, en fait, quoi, et utiliser quelques huiles essentielles aussi, je crois. Elle nous le partagera dans le témoignage, restez à l'écoute pour celui-là.
Mais incroyable quand c'est au niveau physiologique Non, comme mais... ça, c'est... Et puis même moi, enfin, tu vois, pour l'avoir vécu, Rise, quoi, je rentrais dans la chambre et je voyais mon petit garçon dans son lit, c'était un flip total quand il dormait. Je retenais ma respiration quand je passais la porte de la chambre. Est-ce qu'il lui arrivait quelque chose? Et au bout, pareil, de quelques semaines, parce qu'on a quand même plein de techniques pour, au début, contenir aussi les activations, parce qu'on Absolument. on a besoin de pouvoir ressentir aussi des effets qui peuvent être des fois assez rapides. Et de passer la porte de la chambre et de me sentir apaisée, pouah, mais juste ça, c'est... Ouais, c'était Ouais, c'est incroyable. incroyable. C'est pour ça que je t'ai dit, mais Amine, je veux venir, c'est trop beau ce travail, c'est trop beau. Trop beau. Absolument, Mm. absolument. Yes. Ouais, c'est un travail vraiment magnifique. Puis je crois que je vais enchaîner du coup avec la vision et on va terminer là-dessus, la vision pour le programme. Je le disais, ça peut sembler un peu grandiloquent comme ça, mais je crois que c'est vraiment, vraiment important de le partager. Moi, je vois vraiment Arise, voilà, comme... Et je l'ai dit depuis le début en disant, je veux que ce soit vraiment le programme de référence sur le système nerveux, sur la guérison du trauma. Et c'est pour ça que d'édition en édition, là, ça sera la 8e édition et il y en aura encore plein des éditions de Arise. C'est pour ça qu'il y a 2 éditions, je vais dire aussi uniquement 2 éditions par an parce qu'entre chaque édition, on retravaille énormément le programme. Là, il va y avoir un travail de formation de nouveaux coachs aussi entre chaque édition. Enfin, voilà, donc il y a vraiment un travail de... rendre plus accessible dans le sens augmenter la capacité du programme parce que si vous nous écoutez peut-être vous le savez à chaque fois voilà on ouvre les inscriptions et puis en 10 minutes toutes les places sont prises parce que on a fait le choix de garder ces petits groupes. Je pense que les petits groupes c'est vraiment un espace qui est super super important. Aujourd'hui c'est pas plus d'une douzaine de personnes dans les petits groupes donc c'est quand même voilà encore des petits containers et pour animer ces petits containers voilà on a besoin d'être une équipe véritablement pour le coup donc c'est pour ça que la capacité du programme elle augmente lentement on va dire d'édition en édition mais parce qu'on veut prendre le temps d'avoir cette solidité d'avoir cette qualité de conserver ces espaces en petits groupes. Je pense que c'est très important et moi je le vois vraiment ce programme comme je dis toujours l'école c'est l'école du système nerveux mais c'est vraiment ça l'école où on n'a pas été en fait pour moi c'est des choses qui et ça c'est pareil tellement de personnes de participants ou même des personnes qui écoutent le podcast qui me disent mais pourquoi on nous apprend pas ça à l'école, j'ai entendu ça tellement de fois tu vois et du coup ça m'est venu c'est exactement ça c'est. Et au début, je disais retourner à l'école du système nerveux, mais en fait, c'est aller à l'école du système nerveux parce qu'on n'y est jamais allé, en fait. Exactement. On n'y est jamais allé. Je le vois vraiment comme ça, l'école du système nerveux. Et là, c'est donc Arise. Et une fois que vous terminez les 3 premiers mois, je vais dire, de Rise, vous avez accès à Rise Alumni. Où là, on continue avec des thèmes. Voilà, toi, tu vas animer dans pas longtemps une masterclass sur le deuil, notamment. Il y a eu une masterclass sur les fascias il y a pas longtemps, sur la nutrition avec Delphine. Enfin, on va dans des sujets un petit peu plus spécialisés. Donc, dans le Rise, on pose vraiment des fondations ultra solides. On est vraiment sur système nerveux, régulation, trauma. Puis après, dans le Rise Alumni, c'est tous les sujets qui viennent se greffer là-dessus. La biologie, les fascias, etc. Voilà, et ça, c'est quelque chose auquel vous avez accès à vie, enfin en tout cas tant que le programme existe sous cette forme-là. Et ça, c'était super important pour nous parce que ce qu'on se le disait, c'est de ne pas arriver dans un truc de je suis pressée. Et puis parce que la guérison est un processus, donc finalement voilà. On l'accompagne, ce processus. Exactement. Puis de pas sentir qu'il y a une date limite, tu vois, où je sais pas, je vais plus avoir accès au contenu, ou en fait, l'idée c'est vraiment de pas amener du tout de stress, de dire je peux me déposer en fait dans cet espace-là, je peux me déposer. Ouais. Voilà, donc on a en projet peut-être des programmes un peu plus spécialisés par la suite. On pensait à un programme sur la parentalité. Voilà, je pense que ça ne sera pas pour cette année, mais pour l'année prochaine, parce qu'on a encore beaucoup de travail sur Arise. C'est ça, et beaucoup de matcha à boire. Beaucoup de matcha à boire. Pour pouvoir y arriver, on doit laisser notre brouillard mental se dissiper encore un peu plus avant d'arriver sur J'ai un peu d'avance, mais en fait, finalement, pas tant que ça. Pas trop, parce que moi, je dors mieux que toi, donc du coup, tu as pris de retard de sommeil, donc ça s'équilibre. Et une question qu'on a eu aussi beaucoup, c'est est-ce que vous allez former les pros ? Enfin, former les pros, oui, qu'il y ait une formation pro. Et moi, j'ai toujours dit, voilà, je veux vraiment avoir au moins 7 ou 8 ans sous la ceinture, entre guillemets, voilà, d'expérience, parce que je pense que c'est important. Donc, c'est quelque chose qui arrivera, je pense, sous la bannière Arise, mais dans les années à venir. Voilà, peut-être pas tout de suite, mais voilà. Et puis l'idée, c'est un programme au service du monde, en fait, enfin, au service de la société, au service de nos relations au quotidien, au service des générations futures. Ouais, bien sûr. Ouais, tout part de là. On voit les impacts du trauma et de la dérégulation du système partout. Et notre planète, elle en souffre aussi. Et puis on veut faire ça pour
pour les générations à venir. Mm. Ouais. Mm. Leur offrir ce niveau de conscience, de régulation. Je voulais terminer sur une citation de Gabor Maté, parce qu'on a commencé sur une citation de Gabor Maté, donc on va boucler la boucle, parce que je crois qu'on a besoin de personne d'autre, de citer personne d'autre que lui. Et il nous dit ce n'est pas le monde et ce n'est pas ce qui est à l'extérieur de nous, c'est ce que nous retenons à l'intérieur de nous qui nous emprisonne. Nous ne sommes peut-être pas responsables du monde qui a créé notre esprit, et donc ça, il parle du monde dans lequel on a grandi et tout ça. Mais nous pouvons assumer la responsabilité de notre esprit, de l'esprit avec lequel nous créons notre monde. Et c'est vraiment ça qu'on se propose. On dit toujours qu'on travaille corps, esprit, environnement dans ce travail-là. Donc, c'est de créer ces modalités. Depuis, en partant de notre corps, en montant à notre esprit, et puis de venir impacter notre environnement. Et je crois que c'est ça qu'on se propose avec notre travail. Et on peut voir que ça change tout. Absolument. Ouais. Et quel honneur de participer à ça. Merci encore, merci Diana. Camille, tellement. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée. Merci à tous ceux et celles qui nous écoutent. Restez fidèles au podcast, je sais que vous êtes tellement fidèles. Vous me dites que vous réécoutez les épisodes, que vous prenez des notes, ça me touche tellement, c'est incroyable. Voilà, il y a des superbes séries qui vont arriver, on va parler il y a une série... Voilà, on est sur une série sur les conséquences du trauma. Il y a une série sur mémoire explicite qui va arriver là au printemps. Donc on continue. Il y aura une série aussi sur le trauma développemental qui va arriver cette année. Donc stay tuned au podcast. On continue sur notre lancée. Merci. Et puis nous, on va ralentir ensemble cet après-midi. Voilà, nous on va ralentir ensemble parce que c'était un truc d'être là pour ce podcast. On a laissé les maris gérer les enfants. C'était quelque chose pour être là toutes les deux avec notre matcha hyper clean, clair devant vous. Donc on va aller ralentir un petit peu. On peut terminer là-dessus. Merci de nous accueillir comme ça, avec notre spontanéité. Merci Diana.